Vous êtes sur RTL. Guten Tag und guten Abend. Buonasera. Ils refont la France sur RTL. Buenos dias. Namaste. Avec Agnès Bonfillon. Bonsoir à tous, bienvenue dans Ils refont la France. Comme chaque semaine, on débriefe l'actualité avec les correspondants de la presse étrangère. Ils traquent nos petites manies, donnent leur point de vue sur les débats qui nous animent et on adore ça. Avec nous ce soir. En in Navarre, Pedro, Portugal. Juan José Dorado, periodista español en París. Buonasera, Alberto Toscano, giornalista italiano, giornalista italiano, Guten Abend, ich bin Leo Klim, ich bin deutscher Journalist in Frankreich. Bonsoir et merci à tous les quatre d'être là pour ce nouveau numéro d'Ils refont la France. Au programme cette semaine, le cas Damien Abad qui a embarrassé les premiers jours du gouvernement Elisabeth Borne. Il n'a été question finalement que des accusations de viol à l'encontre du nouveau ministre des Solidarités. Le ministre, lui, clame son innocence et refuse de démissionner. Nous parlerons de la sécheresse. 23 départements français déjà concernés par des restrictions. Est-ce que cela est suffisant ? Doit-on demander aux particuliers de faire encore plus attention? Comment cela se passe-t-il dans les autres pays? Et bien évidemment, le feuilleton Mbappé, suspense, coup de théâtre, passion, trahison. L'attaquant français a finalement décidé de rester au PSG. Cela a été un très très gros titre de l'actualité cette semaine. Et puis l'idée que l'on pourrait leur piquer, coup de projecteur sur une initiative à l'étranger, qu'on pourrait ou pas d'ailleurs importer ici en France. Cette semaine, on parlera d'un wagon spécialement réservé aux propriétaires de chiens pour pouvoir prendre le train avec son animal de compagnie, sans panier, sans caisse. Ça se passe au Japon. Voilà le programme. Ils refont la France, épisode 40. C'est parti. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Je conteste les accusations à mon encontre avec la plus grande des fermetés. J'ai toujours évité de mettre mon handicap en avant. J'ai été contraint malheureusement de le faire aujourd'hui en expliquant que les faits qui m'étaient imputés étaient matériellement impossibles. Je n'ai jamais violé une seule femme de ma vie. Un homme innocent doit-il démissionner? Je ne crois pas. Le nouveau ministre des Solidarités, Damien Abad, exclut donc de démissionner. Il nie les accusations de viol à son encontre. Le parquet de Paris dit ne pas ouvrir d'enquête préliminaire en l'état. Il n'empêche, depuis la nomination du nouveau gouvernement, ce sujet a éclipsé tous les autres sur le plan politique. La polémique The Scandal of the Week. de la semaine. Alors avec de telles accusations, êtes-vous surpris qu'un ministre puisse rester en poste? Je me tourne vers vous, Anna, d'abord. Oui, vous savez, ça fait quelques années déjà que dans la presse étrangère, on peut voir des articles, d'ailleurs quelques-uns peut-être signés par nous-mêmes, sur cette exception française. Il y a, mettons, depuis 5, 6, 7 ans, il y a eu pas mal de cas de ministres, que ce soit au Canada, que ce soit en Angleterre, par exemple, qui ont été accusés de violences sexuelles. Il y a eu immédiatement une enquête et ils ont été obligés de démissionner immédiatement. Il n'y a pas eu de complaisance de la part des enquêteurs, il n'y a pas eu de complaisance de la part de la justice et il n'y a pas eu de complaisance de la part du chef de gouvernement dans ces pays. Donc cette exception française n'est pas nouvelle et on se demande bien pourquoi. Alors évidemment, il y a toujours cette idée de la séduction à la française et des politiciens qui exerceraient un attrait supplémentaire sur les femmes. Excusez-moi, c'est des balivernes. Oh, peut-être dans certains cas, je n'en dis pas non, mais c'est des balivernes. La sexualité est un jeu de pouvoir et c'est une question de pouvoir qui est en cause ici. Et le comportement de quelqu'un comme Emmanuel Macron, le président français, qui dit un jour que la cause des femmes, que la cause de la violence sexuelle faite aux femmes est une grande cause de son action en tant qu'exécutif présidentiel, et puis qui utilise des mots comme par exemple pour un autre ministre précédemment parlait d'une société d'inquisition pour défendre un autre ministre accusé aussi de violence sexuelle. Ça vous choque? Donc il y a un élément culturel ici qui semble bien ancré, qui n'est pas dépassé, mais il y a aussi une exploitation politique et une question de pouvoir, d'enjeu de pouvoir qui est très grande aussi. Messieurs, je me tourne vers vous. Exception française, vraiment? Non.
pas du tout. Alberto. Pas du tout. L'exception française, si elle existe, est que la France est un État de droit. Et dans un État de droit, dans un État civilisé, on est coupable quand on est condamné. Ça, c'est si simple que ça. Sinon, on est dans la culture du soupçon. On est dans une culture de chasse aux sorcières. Alors, évidemment, je ne peux pas intervenir sur un cas dont je ne connais pas les détails. Je ne connais pas la substance. Mais ce que je sais, en ayant, je crois, une culture juridique démocratique des pays démocratiques et respectueux du partage de pouvoir, est qu'une accusation se traduit en culpabilité quand il y a eu tout d'abord une enquête et ensuite un procès et une condamnation. Sinon, quelqu'un qui n'est pas condamné est innocent, sur la base de la Constitution, pas de la République française, mais des constitutions de tous les pays démocratiques. Il y a votre collègue allemand qui trépigne. Oui, je suis pas tout à fait d'accord. Alors évidemment qu'on peut dire que du point de vue juridique, il n'y a rien dans l'affaire Abad, puisqu'il y a une enquête classée et une autre enquête qui n'a pas été ouverte, puisque la plaignante ne s'est pas fait connaître par la justice. Ça n'empêche qu'on sait aussi que les cas de violence sexuelle, de viol, etc., sont très compliqués à caractériser juridiquement. Donc, et il y a très peu de femmes déjà qui osent porter plainte pour ça, parce qu'elles vont s'exposer, surtout quand elles ont à voir à un homme qui est politiquement, à une personnalité connue, donc c'est très compliqué à franchir. Mais je trouve que c'est un peu facile, ça verse dans la facilité de donner aux personnes accusées l'argument, bah oui, il y a la présomption d'innocence. Bien sûr que c'est un principe de base dans nos pays, mais je trouve qu'il y a effectivement d'autres standards pour des personnes, des personnalités politiques. Elles doivent être exemplaires à tout point de vue, particulièrement exemplaires. Et je trouve ça très malheureux que Gérald Darmanin puisse rester sur son poste de ministre de l'Intérieur. Bon, l'affaire Abad, personne ne sait ce qu'il y a sur le fond du dossier. Ce qui est très malheureux aussi, c'est la gestion par le gouvernement de cette affaire, que des mails n'ont pas été lus par lesquels les responsables et notamment Matignon a été alerté sur ces soupçons qui n'ont même pas été lus. Donc politiquement, c'est dévastateur comme signal parce que ça donne un signal un peu d'indifférence sur ces questions-là. La gestion de la crise elle-même. Après, je dirais aussi que de l'autre côté, malheureusement, pour moi, c'est l'autre versant de la médaille. Cette affaire donne l'impression qu'elle a été instrumentalisée par des militantes je dirais féministes, mais ultra-féministes, qui, moi, me donnent le sentiment d'être visé en tant qu'homme, anti-homme, quelque part. Je ne me sens pas associé au combat de ces femmes contre les violences sexuelles. Dans ce cas précis, voilà, on a l'impression que tout le monde est vraiment mis dans le même sac. Donc, toutes les femmes sont victimes de violences et tous les hommes sont des violeurs potentiels. Un peu, je caricature, mais même pas tellement. Pas tellement, c'est vrai. Alors, du côté de l'Espagne, ça surprend. Alors, pourquoi ? Parce que pas plus tard qu'hier, l'Espagne vient d'approuver une loi où on est passé du non, c'est non, au seulement le oui, c'est oui. C'est-à-dire que maintenant, la parole des femmes, elle est considérée tout de suite comme, lors des violences machistes, elle est considérée de facto victime, et ça sera à l'homme de prouver qu'effectivement, il n'a pas violé ou il n'a pas abusé de la femme. L'Espagne, d'où la lutte contre les violences machistes et contre... Mais il y aura un procès il y aura un procès. Mais je commence par dire que la loi en Espagne a tellement changé que je vous dis, pas plus tard qu'hier, jeudi, ça a été approuvé par le Parlement. Donc maintenant, pour avoir le consentement, il faut que ce soit clair. Parce que qu'est-ce qui se passait avant ? C'est que quand une femme déclarait un viol, parfois les hommes disaient... Oui, mais on avait le sentiment qu'elle ne disait pas non, ou elle n'a pas dit non, elle n'a pas réagi. Et maintenant, il faut que le consentement soit clair, parce que sinon, ça devenait en fait une justification pour les violeurs, pour les hommes, lors des jugements. Alors, vous parlez des hommes politiques, il n'y a pas eu de ministres accusés en Espagne de viol, il y a eu des députés, pas plus tard que l'année dernière, députés qui a été jugé et relaxé parce que
la victime n'a pas pu prouver, mais par contre, quelques années auparavant, en 2020, c'est un maire qui a été accusé effectivement de viol. Donc il faut considérer quand même les femmes des victimes a priori. On fait une pause et dans un instant, nous parlerons sécheresse. En tout autre sujet, faut-il prendre des mesures plus drastiques? On se retrouve tout de suite sur RTL. RTL. Remaking France. Avec Agnès Bonfillon. Agnès Bonfillon. Good evening. Ils refont la France sur RTL. Deuxième partie d'Ils refont la France avec nous ce soir. Toujours Alberto Toscano, Ana Navarro Pedro, Juan José Dorado et Léo Klim. Le chiffre de la semaine. Le chiffre de la semaine, c'est 23. Moi, j'ai un exemple type à la maison. Je suis en bordure d'une source qui s'appelle la Julienne. Cette source coulait de l'automne jusqu'au 14 juillet. Mais là, ça fait 2 ans. C'est cuit, on ne la voit plus arriver du tout, de toute l'année. Elle est tarie. Malheureusement, les nappes phréatiques ont baissé, etc. 23 départements français déjà concernés par des restrictions liées à la sécheresse. La préfecture du Rhône impose par exemple une réduction de 25% à 50% d'utilisation d'eau pour les professionnels. Les particuliers, eux, sont priés de ne pas laver leur voiture, dans certains départements de ne pas remplir leur piscine. Est-ce suffisant selon vous et est-ce respecté également? Léo? Alors oui, je pense que c'est le début d'un changement de paradigme, d'un changement d'habitude qu'on va tous devoir prendre. Oui, c'est assez malheureux que les Français dans certaines régions de France aient construit des piscines par dizaines de milliers dans leurs jardins, notamment avec le Covid, mais déjà avant, c'est la grande mode. Donc c'est le gaspillage par excellence. On est au début d'une période où il va falloir changer, puisque ça va avec le changement climatique, il va falloir changer d'habitude et ça va toucher absolument tout. Ça va toucher nos habitudes en tant que particuliers, mais aussi par exemple l'urbanisme, comment on le conçoit. Ne plus penser à partir de la construction de la maison ou de la route, mais penser à partir de comment est-ce qu'on retient l'eau dans l'espace public pour le garder aussi longtemps que possible, et l'agriculture bien sûr. Et il y a des conflits, je pense que mes consoeurs ou confrères qui viennent des pays plus méditerranéens que moi connaissent le sujet. Il y a déjà des conflits forts autour de l'eau entre l'agriculture et l'usage des particuliers. Justement, Juan José. Alors côté espagnol, l'intérêt pour déjà le 17 juin, c'est la journée mondiale de lutte contre la sécheresse, et la désertification est le pays hôte de cette journée mondiale. C'est l'Espagne. L'Espagne, dont la ministre de l'écologie est vice-présidente du gouvernement. Alors l'Espagne, effectivement, connaît les problèmes liés à la sécheresse depuis longtemps. Donc il y a des politiques nationales, publiques qui ont été mises en place. Vous avez dit des gestes comme celui de ne pas laver la voiture et pas remplir sa piscine. En été, on a le droit de la remplir avant, parce qu'après, les pompiers se servent justement des piscines pour aller éteindre les feux qui se déclarent un peu partout. Donc en Espagne, c'est un problème qui est réel. On pense tous au centre de l'Espagne, à l'Andalousie. Mais c'est vrai aussi que depuis des années, il y a une conscientisation qui est aussi réelle de la part des différents gouvernements, que ce soit nationaux ou régionaux. Donc il y a des politiques qui sont appliquées. Est-ce qu'on peut faire mieux? Oui, parce que le gaspillage de l'eau, c'est une réalité. La douche, vous prenez votre douche, vous laissez tomber l'eau pendant 10 minutes. Donc c'est vrai qu'il faut continuer dans ce sens-là, mais je pense qu'un certain nombre des pays du Sud, donc l'Espagne, j'imagine que pareil pour le Portugal, on fait quand même des efforts, et c'est des politiques aussi bien nationales que régionales qui sont suivies souvent par les citoyens. Anna? Alors chez nous, au Portugal, les spécialistes accusent quand même les gouvernements successifs de ne pas avoir fait assez jusqu'à présent. Je vous dis, cette année, je pense que le Portugal en Europe est l'un des pays qui souffre le plus de la sécheresse, ceci depuis l'automne déjà, de l'année dernière. L'été s'est prolongé quasiment jusqu'à Noël. Et on a eu de la pluie qu'en mars. Et c'était vraiment un miracle dans un pays catholique comme le nôtre, mais c'était un véritable miracle parce que la pluie a été abondante. Oui, et elle était l'eau de Lourdes. Abondante dans le Fatima, sud. Fatima. Qui est en mai, Fatima. Plus abondante dans le sud. Mais cette situation est absolument catastrophique. Une grande partie de notre électricité est produite aussi par l'hydro et énergie, par des barrages. Les barrages, il n'y avait plus pratiquement d'eau.
c'était devenu des mares, littéralement, un peu partout. On n'a pas de nappe phréatique remplie. L'agriculture en souffre, les animaux en souffrent. Ils sont en train, j'ai vu des reportages, je n'y étais pas à pouvoir, mais des reportages où les pauvres bêtes sont en train de chercher un brin d'herbe depuis février dans la pampa au Portugal sans rien trouver. Donc c'est une situation absolument catastrophique. Pour l'instant, les spécialistes nous disent nous sommes dans une situation d'alerte modérée. Encore, malgré tout cela, ils disent la situation d'alerte extrême va venir vers 2050 si on n'a pas respecter les limites des accords de Paris. Et là, ils disent, nous devons repenser l'agriculture. Nous devons repenser. 75% de l'eau va à l'agriculture. Nous devons repenser, comme disait Léo, la moyen de garder l'eau de pluie quand il pleut, et d'avoir des réservoirs souterrains et de pouvoir l'amener dans des parties du pays où il y a de la sécheresse. Donc, il y a énormément de choses à faire. Pas uniquement de prendre des douches plus courtes et pas uniquement de ne pas laver sa voiture. Ça, c'est ce que tous les gouvernements... Toute la gestion, c'est des investissements énormes et c'est maintenant qu'il faut commencer parce que c'est une question de survie. C'est la nourriture et c'est l'eau. Donc, Alberto, en Italie, la gestion de l'eau, ça m'intéresse. En Italie, le problème est sérieux et la gestion de l'eau est sur la base des régions et des accords entre régions. Moi, je viens d'une partie du nord de l'Italie où il y a beaucoup de rizières, où le film Riz amer a été tourné. J'étais trop jeune pour jouer dans ce film, mais quand même, c'était chez moi. Et là, j'étais, semaine dernière, en Italie quelques jours, et j'ai vu effectivement mes rizières, permettez-moi de le dire, presque vraiment avec un besoin d'eau. C'était pas sec, mais le terrain n'était pas sec, mais il n'y avait pas assez d'eau dans les rizières. Effectivement, un problème existe. Qui plus est, il y a une polémique italo-suisse à propos des eaux du Tessin, qui vient du lac Majeur, qui est en partie sur territoire suisse. Les Suisses essaient d'interdire aux Italiens d'utiliser trop les eaux du lac Majeur. Enfin, le problème est sérieux, le problème existe, le problème regarde aussi les nappes phréatiques, c'est vrai. Moi, j'ai un peu peur de grands discours sur le réchauffement climatique et parce que j'ai peur que ça arrive dans des positions un peu démagogiques. On dit de grands principes, de grands témoignages de bonne volonté et à la fin on ne change rien. Par exemple, quand on a parlé des accords de Paris et des engagements pour le climat, on a dit il faut justement limiter des émissions de carbone, il faut limiter l'utilisation de l'essence, du gasoil et tout ça, et de la voiture en général. Le résultat est que dès qu'on a essayé d'introduire des limitations à ça, qui comporte aussi l'augmentation, l'acceptation que le prix de l'essence et du gasoil puisse augmenter. Il y a eu des révoltes en Bretagne, la révolte des Gilets jaunes, toute révolte dont l'opinion publique d'un côté dit il faut s'engager contre le climat, mais quand les États, les gouvernements essaient de s'engager un tout petit peu, il y a immédiatement la révolution qui explose. Allez, on fait une pause et dans un instant, attention, on change complètement de sujet avec le meilleur feuilleton de tous les temps. Suspense, rebondissement, trahison, passion, alors ne cherchez pas. Hein. Il n'est pas sur une plateforme, je vous parle de la décision de Mbappé, celle de rester au PSG plutôt que d'aller au Real. On en parle dans un instant et pas seulement avec Juan Rosé. A tout de suite sur RTL. RTL. Sie erfinden Frankreich neu. Ils refont la France avec Agnès Bonfillon. Agnès Bonfillon. Ils refont la France sur RTL. Troisième partie d'Ils refont la France avec nous ce soir en studio Alberto Toscano pour Radio Radical, Ana Navarro Pedro, journaliste portugaise pour la presse portugaise donc à Paris, Juan José Dorado, journaliste espagnol qui travaille pour la radio nationale espagnole et groupe de presse La Région, et Léo Klim, journaliste pour Der Spiegel. C'était vraiment compliqué de choisir, mais c'était important de choisir. Voilà, c'est ce qui fait un homme aussi, c'est de faire des choix. Il y a déjà le côté sportif, que le club est venu avec un projet, une réelle intention de restructurer tout le club pour vraiment revenir vers les sommets.
Voilà, c'est vraiment l'objectif. J'ai entendu une question, on parle de garantie. Dans le football, t'as jamais de garantie. Hein. Je pense que c'est ce qui fait la beauté du sport, c'est que tu peux jamais prévoir ce qui va se passer. Tu peux mettre toutes les armes de ton côté, ça c'est vrai, et pas te mettre des bâtons dans les roues, mais tu as jamais la garantie que tu vas gagner. Ça y est, il a fini par faire son choix. Franchement, pour certains, cela a été une vraie surprise, pour beaucoup d'ailleurs. Kylian a décidé de rester au PSG. Kylian Mbappé n'ira pas au Real Madrid, en tout cas pas pour l'instant. On peut dire qu'on en a beaucoup parlé depuis une semaine. L'uomo della settimana. L'homme de la semaine. Forcément, c'est l'homme de la semaine vers qui tous les regards se sont tournés. Et nous, on se tourne vers vous, Juan Rosé. Forcément, on a envie de savoir un petit peu si vous avez digéré tout ça depuis une semaine. Oui, on commence à digérer. Je pense que la digestion sera finie demain soir quand le Real sera champion d'Europe face à Liverpool. Et qu'on pourra dire à Mbappé, voilà ce que t'as raté. Tu vois ce que t'as raté. Et nous, on a déjà 14. Et toi, tu vas chercher encore une. Non, mais ça a été très compliqué pour les Espagnols. La presse espagnole a été odieuse. Pas avec Mbappé particulièrement, mais bon, aussi un tout petit peu, parce que vous avez les principaux quotidiens espagnols, Marca, une a titré le lendemain, il faut beaucoup de classe pour venir jouer au Real Madrid, avec la photo d'Mbappé qui ne vient pas au Real Madrid. La presse l'avait mauvaise. Hein, oui, la presse l'avait très mauvaise. Mais faut-il signaler que Florentino Pérez n'a rien dit dans tout ça. Le Real Madrid n'a pas dit un seul mot. C'est vrai que pour eux, l'intérêt, c'est de gagner demain. Mais ça a été très compliqué pour les Espagnols. Mais encore une fois, si demain on est champion d'Europe, ça sera pratiquement oublié. Et puis on verra l'année prochaine, parce que les Espagnols aimeraient avoir une finale face au PSG de Mbappé et le battre. Pourquoi pas? Mais effectivement, la presse espagnole a été extrêmement méchante à critiquer Mbappé et à ne pas se percevoir que Mbappé a choisi sur la base des valeurs et pas sur la base de l'argent. Mais non. Imaginez qu'Mbappé a choisi sur la base de l'argent. Comment est-ce qu'on peut dire ça? Mais évidemment, il l'a fait au nom des valeurs. Et il a été cohérent avec ses valeurs. Malheureusement, sa valeur est l'argent. C'était pour démontrer la démonstration d'Alberto Toscano. Je vais vous rappeler quelque chose. Antoine Griezmann, lui, il a choisi pour son cœur et pour le pays. Parce que quand il était très jeune et qu'il était en sous-20 ou sous-18 pour la sélection. Non, si, il était puni parce que les jeunes, ils avaient fait des bêtises, ils étaient sortis en discothèque, etc. Ils étaient punis pendant 2 ans, pas de sélection nationale. Et vous savez quoi, le Portugal, ses parents étaient venus, son père ou sa mère étaient venus du Portugal. Son grand-père était un grand joueur amateur au Portugal de foot. Et la sélection portugaise était très intéressée, elle voulait venir le chercher et l'a contacté. Il a hésité et puis il a répondu: ce serait très intéressant, mais mon cœur est en France. Et là, c'est pour les valeurs. Et il a 18 ans ou 19 ans. Oui, on aurait adoré avoir un joueur avec un nom, un consonant germanique, excusez-moi, dans l'équipe portugaise. Mbappé, écoutez, c'est comment dire, oui, quelque part, je trouve ça pas mal parce que l'argent lui a sûrement aidé à plus aimer encore sa ville et son pays, etc. Il a quand même choisi aussi le club avec lequel il était beaucoup moins sûr de gagner, comme Juan José le disait. Il a choisi l'argent du Qatar. Ça fait le lien avec notre sujet d'avant, c'est-à-dire l'argent des hydrocarbures avec lesquels on pollue la planète, l'argent d'un État qui est accusé de graves entraves aux droits de l'homme, qui va avoir une Coupe du Monde à la fin de cette année où on sait qu'il y a au moins des douzaines, peut-être plus, de travailleurs qui sont morts parce qu'il faut absolument tenir une Coupe du Monde là-bas et faire briller cet État du Golfe et le PSG fait partie du soft power. Mbappé a décidé d'y contribuer aussi. On rappelle quand même qu'il a eu un certain Emmanuel Macron quand même qui l'a appelé, qui lui a... Évidemment, le président de la République soutient que le héros national Mbappé reste en France. C'est logique. Je trouve par ailleurs l'offuscation madrilène assez hypocrite aussi, puisque c'est le Real qui a largement pourri le foot avec l'argent il y a 10 et 20 ans. On a une réponse. À s'endetter par-dessus toute mesure pour faire monter les prix. Il y a 10 ans déjà,
Vous avez mis plus de 100 millions sur la table pour Zidane, 96 exactement, par exemple. Oui. Et Ronaldo, une centaine pour Gareth Bale. Voilà, pour Gareth Bale ensuite. Bon, et maintenant ils se sont un peu calmés parce qu'il y a moins les moyens. Donc tout ça est empreint d'énormément d'hypocrisie. Et moi, excusez-moi, alors je vais vraiment après m'être mis en indélicatesse ou en délicatesse avec les féministes françaises, maintenant avec les supporters du PSG, que j'espère nombreux à nous écouter. Moi, à chaque fois que le PSG, à chaque fois que le PSG perd et se fait éliminer en Ligue des Champions, c'est pour moi c'est quelque chose de très rassurant, c'est-à-dire que finalement vous pouvez ni acheter l'âme du foot, ni systématiquement acheter la victoire. Il y a une idée préconçue, et tu viens de montrer qu'il y a des idées préconçues. C'est vrai, tu as raison, le Real a mis beaucoup d'argent sur la table. Mais tout le monde en Europe fait fi d'oublier, ils oublient systématiquement que le Qatar ou le PSG, c'est un État, c'est un club État. Le Real Madrid est une association. Le Real Madrid, quand il met 800 millions pour refaire son stade, comme il l'a fait actuellement, quand il met 100 millions pour Gareth Bale ou pour Zidane, il va chez une banque, il prend un crédit et il paye son crédit. C'est ça la différence, c'est que en France, mais partout en Europe, je vois qu'en Allemagne c'est pareil, on oublie tout simplement que le Real Madrid n'est même pas une société, c'est une association qui appartient à ses supporters et même pas à Florentino Pérez qui est élu par ses supporters. Le Real Madrid, quand il s'endette, il paye ses dettes, ce qui n'est pas le cas malheureusement de tous les clubs d'État et pas que le PSG, puisqu'il y a Manchester City qui est dans le même cas. C'est auprès de banques qui sont... Des banques américaines, des banques espagnoles qui ne font pas crédit gratuitement. Ça, on peut vous l'assurer. Et puis, il y a autre source de revenus. Je me souviens quand ils ont eu Cristiano Ronaldo, en star portugaise aussi du foot, c'était aussi un record absolu, je ne me souviens plus de combien, mais je me souviens que... c'était 90 millions à l'époque. Oui, voilà, c'est ça. Et Flores avait dit, mais vous savez, en une semaine de vente de maillots avec le numéro de Cristiano Ronaldo, on a amorti le transfert. Mais c'est les banques qui prêtent. Juste très rapidement, est-ce que vous avez été surpris par l'ampleur que ça a pris quand même ? C'est fou que Mbappé soit retrouvé au cœur de l'actualité là, pendant des jours et des jours. Malheureusement, c'est un sujet qui tient beaucoup à l'opinion publique et c'est triste, sincèrement, qu'on s'occupe de ce genre de sujet. Moi, je suis dégoûté par... J'adore le football, hein, mais je suis dégoûté par ce football qui se joue dans les banques plutôt que sur les terrains de foot. Et c'est une situation qui humilie le sport et je ne sais pas où est-ce qu'on arrivera sur ce chemin. Voilà. Et je rappelle que pendant les 10 minutes, on vient de parler d'Mbappé. Ce jeune homme a gagné près de 70 000 euros. Et nous, non. Ah bon ? Oh mince, on ne l'avait pas dit. Dans un instant, on se retrouve avec Arthur Asquin et l'idée que l'on pourrait leur piquer des initiatives un petit peu partout dans le monde qui va nous présenter. À tout de suite. RTL. Remaking France. Avec Agnès Bonfillon. Agnès Bonfillon. Good evening. Ils refont la France sur RTL. La suite d'Ils refont la France et Arthur Asquin nous a rejoint. Bonsoir Arthur. Bonsoir Agnès. La idea qu'on pourrait leur piquer. que podríamos copiarles. Allez Arthur, on commence par une célèbre entreprise américaine qui fait tout, mais alors tout, pour retenir ses salariés. Mais oui, Apple a décidé de porter à $22 de l'heure la rémunération minimum des employés de ses magasins aux États-Unis. C'est une hausse de 45%. Alors, c'est pas pour qu'ils travaillent davantage ou qu'ils soient plus productifs. Non, c'est vraiment simplement pour les retenir. Pourquoi ? Parce que depuis la pandémie de Covid, les États-Unis font face à une vague de démissions sans précédent. Mouvement appelé la Grande Démission. Rien qu'au mois de mars, 4,5 millions d'Américains ont quitté leur job. C'est même devenu une mode sur les réseaux sociaux. Immortaliser l'annonce de sa démission, comme cet employé des magasins Walmart au langage très fleuri. Fuck the managers, fuck this company, fuck this position, and fuck that big lazy bitch Chris Price. I fucking quit. Voilà. Voilà. J'emmerde le manager, j'emmerde mon job, je pars, dit-elle. Allez, on prend le train maintenant au Japon. Ouais, mais avec votre fidèle chien-chien ou toutou, si vous en avez un. Alors vous me direz en France comme au Japon, hein, vous pouvez voyager avec votre chien dans le train s'il est dans un sac ou une cage adaptée. Mais le week-end dernier, un Shinkansen, le TGV japonais, est parti de Tokyo avec un wagon inédit, spécialement conçu pour vos compagnons à quatre pattes, ceux des passagers, pour qu'ils puissent simplement voyager en toute liberté. Alors le souci, c'est la propreté. Au Japon, c'est important. Alors tous les sièges sont recouverts de plastique. Il y a 4 purificateurs d'air installés.
lavés et le wagon est après entièrement nettoyé jusqu'à ce qu'il ne reste plus un seul poil de chien. C'est pas mal, c'est une bonne idée, je trouve. Bonne idée ou pas? Pour moi, c'est une bonne idée parce que je me suis dit, quand ça, on amène le chien, on amène mon fils, je le mets dans le wagon avec le chien, et t'as pas le chien qui t'emmerde et pas l'enfant qui te casse les pieds. Donc c'est parfait, donc je Juan Rosé achète l'idée, très bien. Léo? Oui, c'est moyen. C'est dommage comme ça, parce qu'il voyage seul, c'est ça? Non, le maître voyage avec son chien, mais, le chien dans un compartiment séparé. C'est dans un wagon normal, mais il y a du plastique partout, mais il n'y a pas besoin de mettre son animal dans un sac ou une cage. Aseptisé, mais bon, les Japonais, les Asiatiques avaient déjà une avance sur nous sur les questions sanitaires avant le Covid, donc peut-être que c'est pas mal. Alberto, passionné par les chiens au Japon. Moi, entre les deux, je préfère celle d'Apple qui augmente le salaire. Je trouve que c'est une bonne chose et qu'avec tout ce qui se passe sur le front des prix, l'idée d'augmenter les salaires, bravo Apple. Anna? Oui, Apple aussi. Et vous savez, je vais vous dire, ce chiffre n'a pas été choisi au hasard, $22 de l'heure, parce que justement une députée de Californie qui est absolument magistrale du Parti démocrate à la Chambre des représentants, elle avait fait une démonstration lors d'une enquête, d'une commission d'enquête sur le coût de vie pour une mère seule avec enfant, et $22 de l'heure, c'était ce qui était nécessaire. Je vous rappelle que les salaires moyens sont $15 de l'heure. Merci à tous les quatre. C'était un plaisir de vous avoir sur RTL ce soir. Alberto Toscano, Ana Navarro-Pedro, Juan Rosé Dorado et Léo Klim. Ils refont la France. Revient bien sûr vendredi prochain, même heure, 19h15, avec Amandine Bégaud. Dans un instant, RTL Foot. Et juste avant, l'essentiel de l'actualité avec Nathan Vocard.